On termine cette émission avec un sujet d'actualité, puisqu'on va parler de l'influence et de la régulation des influenceurs. Il y a un projet de loi qui arrive mardi à l'Assemblée et pour en parler, j'ai convié Pascale Azria. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'agence Kingcom, membre de la commission influence responsable de l'ARPP, l'autorité qui régule la publicité en France. Alors je vous disais, on va parler de ce projet de loi, mais avant d'aller dans le détail, moi Pascale, j'aimerais que vous me disiez, parce qu'on parle toujours de l'influence, mais quels sont les chiffres aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente, ce marché en France? Alors, d'abord, peut-être quelques mots. L'influence, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? C'est toute personne, de personnalité physique ou morale, qui ont une communauté sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, Instagram, Facebook, TikTok, il y en a un certain nombre, et qui, du coup, est suivi par cette communauté et, du coup, a un pouvoir de recommandation vis-à-vis de cette communauté, puisque il est suivi sur un certain nombre de thématiques ou de sujets qui lui sont propres. Aujourd'hui, on estime à 150 000 influenceurs en France. On n'a pas de chiffre exact en termes de marché, mais à l'intérieur de ça, il y a une grande diversité. Il y a des influenceurs qui vivent de leur métier d'influence commerciale. Et de l'autre côté, il y a des influenceurs qui sont plutôt des micros ou des nano-influenceurs qui font ça plus par plaisir ou parce qu'il y a des thématiques sur lesquelles ils sont experts et qu'ils ont envie de partager cette expertise ou ces savoirs avec un certain nombre de Français et de communautés qui les suivent. Et donc, il y a une très grande diversité à l'intérieur de ça. Et c'est ce qui, du coup, entraîne un sujet notamment d'encadrement. Oui, parce qu'aujourd'hui, les collaborations ou partenariats rémunérés sont encadrés de quelle façon, Pascal? Alors, elles ne sont pas spécifiques, en fait, au marketing d'influence, mais l'encadrement est évidemment lié à des lois existantes, comme le Code de la consommation. Il y a un enjeu, évidemment, de ne pas tromper les Français, les consommateurs. Et donc ça, c'est assez clairement encadré. Il y a, à l'intérieur de ça, du coup, des recommandations qui ont été faites avec des autorités de régulation, comme l'ARPP, qui, du coup, explique comment ces lois qui existent, il y a des lois à la fois françaises et d'ailleurs européennes qui existent, et comment est-ce qu'on peut les appliquer plus spécifiquement au marché de l'influence, avec notamment le fait de, pour un Français qui suit un influenceur, de savoir que le contenu de cet influenceur, il a été rémunéré et qu'il ne le fait pas parce qu'il a effectivement juste testé ou goûté ou parce que c'est un avis spontané et qu'il avait envie d'en parler, mais qu'il est rémunéré pour ce faire. Ça, c'est un des premiers éléments qui est absolument nécessaire et qui est cet enjeu de mention immédiate et explicite de la collaboration commerciale sur les contenus des influenceurs. Et puis, il y a évidemment aujourd'hui d'autres types d'encadrement et de règles qui sont liées à des secteurs. Il y a aujourd'hui un certain nombre de secteurs qui sont contraints. On pense évidemment à l'alcool, au tabac, les produits financiers. Il y a des autorités qui sont là justement pour réglementer ces marchés, l'AMF par exemple. Et évidemment que du coup, tous ces influenceurs et ces contenus commerciaux, donc rémunérés, sont également soumis au même cadre de loi. Mais alors, et vous qui siégez à la RPP, il y a un label, je crois, qui a été mis en place. On en a parlé même sur ce plateau. Ça ne suffit pas aujourd'hui d'avoir un label influenceur responsable. Tout n'est pas respecté et l'adhésion n'est pas assez forte. Il faut aller vraiment à la step d'après. Alors, moi, je suis au syndicat du conseil en relations publiques, donc, qui représente les agences conseils des marques et des annonceurs. Et c'est vrai qu'on travaille très en proximité avec la RPP. Ces règles, à la fois sont existantes, mais ne sont pas toutes connues. D'accord. Et effectivement, c'est ça l'enjeu, notamment du certificat d'influence responsable. Moi, je suis notamment dans la commission influence responsable de la RPP. Et ce certificat, il a vocation à accompagner les agents et les influenceurs pour justement connaître ces règles, mieux connaître ces règles, savoir comment les appliquer. Parce que, en tout cas, moi, ma conviction, c'est que, bien sûr que, j'allais dire, en bout de chaîne peut-être, et en tout cas sur les créateurs de contenu, ils ont un enjeu d'appliquer ces règles, mais ce n'est pas les seuls. C'est une chaîne de valeur, l'influence, dans laquelle il y a plusieurs intervenants. Et ma conviction, c'est que l'ensemble des intervenants doit évidemment prendre ses responsabilités et accompagner ces différents acteurs. Évidemment, les influenceurs, d'un côté, qui doivent
au final connaître et appliquer ces règles, mais aussi quand on a une contractualisation, nous en tant qu'agence conseil et ou représentants des marques et ou les marques, faire de la pédagogie pour des influenceurs qui peut-être ne seraient pas au courant à travers d'abord que les agences et les annonceurs soient elles aussi extrêmement au courant et respectent évidemment ces cadres et ces réglementations, mais puissent aussi faire de la pédagogie pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors, moi, je me suis arrêtée beaucoup sur le titre du projet de loi, parce que c'est toujours intéressant, la formulation. Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est si important que ça, aujourd'hui, les dérives, ou c'est qu'on est en train de se dire que ça prend de l'ampleur et qu'il faut vite y mettre un terme? Alors, les rapporteurs de la proposition de loi ont notamment écouté un certain nombre d'associations de victimes. Et pour le coup, ça peut aller loin. Et je pense que sur le marché aujourd'hui, il y a peut-être 3 groupes d'acteurs. Ceux qui font correctement les choses, ceux qui le font mal par malveillance et ceux qui le font mal par méconnaissance. Et donc, l'enjeu, c'est évidemment de continuer à valoriser ceux qui font correctement les choses. C'est d'accompagner, de faire de la pédagogie sur ceux qui ne savent pas. Et évidemment, c'est de sanctionner ceux qui le font par malveillance. Et du coup, les conséquences, j'allais dire, quand on écoute ces associations de victimes, elles peuvent aller très loin quand on parle de produits financiers, de jeux. Il y a des questions d'argent, il y a des familles qui disent, en tout cas, avoir perdu beaucoup d'argent, ou il y a un enjeu sur les enfants, des enfants qui, du coup, peuvent être exposés à des sujets de jeu, notamment, qui entraînent parfois de l'addiction. Et de l'autre côté, il peut y avoir des sujets sur la tromperie. J'ai essayé tel produit de beauté qui m'a rajeuni. J'ai essayé tel... Alors, on va revenir peut-être sur la chirurgie esthétique. Oui, c'est un sujet visiblement, ça m'avait échappé, mais oui. Mais voilà, qui derrière peuvent avoir des conséquences dramatiques pour des Français. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Bruno Le Maire a commencé son propos ce matin en disant que c'était vraiment un projet de loi pour soutenir les influenceurs, pour pas les stigmatiser, pour les défendre. Mais c'est vrai que c'est une première en Europe. Donc il y a aussi, quand on est pionnier, c'est toujours un peu compliqué parfois de faire passer ce message. Il va falloir faire beaucoup de pédagogie pour convaincre en fait tout l'ensemble de cet écosystème. Oui, et c'est l'enjeu d'ailleurs du guide pratique qu'a présenté d'ailleurs Bruno Le Maire ce matin, qui est que justement, plus on arrivera à faire savoir d'un côté, et de l'autre côté, plus il y aura des moyens mis en place pour sanctionner quand il y a dérive, évidemment, c'est les 2 moyens qui vont permettre de faire évoluer le marché positivement. Après, là, évidemment, où je rejoins Bruno Le Maire, c'est que il y a eu beaucoup de communication et de stigmatisation sur ce qu'on a appelé les influx-voleurs, et donc tous ceux qui font mal. Alors évidemment, il n'y a pas de chiffre officiel, mais sincèrement, c'est une minorité des influenceurs. C'est une minorité des collaborations entre les marques, les organisations et les influenceurs. Maintenant, ça existe. Et évidemment que l'enjeu du gouvernement et des députés, c'est de faire en sorte que ça existe de moins en moins, voire que ça n'existe plus, parce que les conséquences sont importantes. Alors, dans le projet de loi, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment le fait de systématiser le recours à un contrat écrit entre les différentes parties pour que les choses soient claires et lisibles. Il y a aussi des dispositions un peu spécifiques, notamment, vous parliez des produits financiers pour encadrer les cryptos. Alors, à ce stade, le projet de loi prévoit que la possibilité de publicité soit limitée aux entreprises qui ont un agrément PSAN. Or, il n'y a aucune entreprise en France aujourd'hui qui a cet agrément PSAN de la part de l'AMF. Les discussions vont se poursuivre sur ce sujet. Ce n'est pas encore complètement arrêté. Ça va être débattu à l'Assemblée d'abord. Absolument. Donc, effectivement, il peut y avoir encore des évolutions d'ici les textes qui seront présentés à l'Assemblée. Il y a encore jusqu'à ce soir pour faire des propositions d'amendements sur le sujet. Puis, effectivement, des évolutions jusqu'à la présentation à l'Assemblée nationale mardi. Et puis après, il va y avoir aussi un enjeu de mise en application, des décrets d'application qui vont expliquer comment tout ça... d'abord, il faut que ça passe au Sénat et que ce soit voté au Sénat. Et puis ensuite, il y aura un enjeu de décret d'application, comment tout ça peut être applicable.
Si je prends un exemple, peut-être, notamment sur cet enjeu, dans évidemment cet objectif de ne pas tromper les Français, il y a un enjeu de mettre des mentions. Alors, on parlait tout à l'heure de la mention de collaboration commerciale. Partenariat sponsorisé, exactement. Comme ça. Il y a d'autres mentions qui sont en cours de discussion, sur les filtres, par exemple. Ah oui, si on applique un filtre et que le produit est retouché. C'est ça. Alors, notamment, on disait par exemple, si je fais la promotion d'un produit qui est censé faire maigrir et que je fais un filtre pour dire regardez, j'ai maigri, alors qu'en fait c'est le filtre qui le fait maigrir, il y a tromperie. Je retouche la couleur du ciel parce qu'il faisait mauvais quand j'ai fait ma photo. Oui, c'est pas la même chose, on est bien d'accord. Et c'est toute la limite. Et c'est là où il va falloir évidemment essayer d'avancer, de discuter pour justement ne pas, ce que disait Bruno Le Maire, ne pas stigmatiser, ne pas freiner un marché qui est en fort développement, mais tout en l'encadrant pour permettre d'éviter ce type de tromperie. Un secteur interdit quand même, on a mentionné vite fait toutes les deux tout à l'heure, c'est la chirurgie esthétique. Oui. Comment... Visiblement, il y a eu unanimité sur le sujet. Apparemment. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais effectivement, c'est un sujet qui visiblement a... Interpellé, en tout cas. Effectivement. Je pense aussi que c'est peut-être lié aussi aux échanges avec les associations de victimes. Il y a peut-être eu effectivement des conséquences importantes liées sur ces sujets. En tout cas, Bruno Le Maire a dit on ne va plus rien laisser passer. Vous le disiez, tout va être dans l'application des règles. Alors, j'ai bien compris qu'il allait avoir une brigade de l'influence commerciale avec 15 agents à la DGCCRF, que les peines allaient augmenter. On sera jusqu'à 2 ans de prison, 300 000 € d'amende et interdiction potentielle d'exercer. Mais bon, qui va screener tous les contenus ? Parce que voilà, 150 000 influenceurs, j'imagine bien que ni la RPP d'un côté, ni les 15 agents de la DGCCRF vont pouvoir screener tous les contenus sur toutes les plateformes. C'est une bonne question. Après, il y a aussi une mise en place. D'abord, les plateformes ont un rôle à jouer, notamment sur des contenus qui seraient susceptibles d'être hors cadre de la loi. Et puis après, n'importe quel Français, consommateur, voire même marque influenceur, aura la possibilité d'interpeller justement les autorités sur un contenu qui lui semblerait suspect et ne pas convenir au cadre. Donc, j'allais dire, il va y avoir différents leviers pour pouvoir le faire. Encore une fois, tout ce qui est champ d'application n'est pas encore décidé. Et je le disais tout à l'heure, il y a aussi ce sujet de ne pas freiner. Ne pas freiner, c'est aussi se dire que si je mets 10 mentions, parce que je veux mettre toutes les mentions possibles et imaginables pour, j'allais dire, alerter les Français sur tel contenu, à un moment donné, il n'y aura plus de contenu s'il y a trop de mentions parce qu'on ne verra pas le contenu. Donc, il faut trouver la meilleure manière. Effectivement, une des manières aujourd'hui, par exemple, sur Instagram, Meta donne la possibilité, via un bouton, donc, de dire que la collaboration est rémunérée. On pourrait imaginer demain que sur les filtres ou sur d'autres types de sujets, ça puisse être des boutons mis en place par les plateformes et que du coup, il y ait quand même des mentions sur les contenus, mais qui ne prennent pas... on parle de 1 cm sur 50 cm à peu près sur un écran de téléphone pour un contenu story ou pour un contenu TikTok. Donc il faut aussi, et ce sera l'enjeu des discussions qui vont arriver, quelle mise en application qui permette à la fois de respecter le cadre, mais de s'adapter évidemment au format. Moi, je me posais la question, est-ce que finalement, tous ces débats sur la réglementation, c'est pas le signe que l'influence entre dans une espèce d'âge de maturité où finalement ça devient un moyen de publicité comme les autres qui, à ce titre, doit être régulé comme l'est la télévision aujourd'hui, par exemple? Alors, oui et non. Allez-y. Je vais commencer par le non. Aujourd'hui, en tout cas, le sens des propositions de loi vont vers l'influence est un canal de publicité comme un autre. Quand même, un influenceur aujourd'hui a la latitude d'adapter
un contenu, ou en tout cas une demande d'une marque ou d'une organisation avec sa ligne éditoriale. Parce que si c'est pour coller un contenu publicitaire sur le oui, on n'est pas sur du spot classique, hein, bien sûr. Et la communauté ne va pas réagir, ne va pas comprendre pourquoi c'est là. Et tout l'enjeu, malgré tout, et c'est pour moi ça une différence importante, c'est que l'influenceur, d'abord, qu'il soit effectivement en phase avec le sujet et le produit, qu'il corresponde à ses lignes édito, et que créativement, ça fait sens avec qui il est, ce qu'il fait, ses opinions, ses engagements, parce qu'il engage quand même sa personnalité, ses convictions quand il va soutenir ou faire la promotion d'une marque. Donc, c'est en ce sens où je dirais c'est pas exactement de la publicité classique. Et malheureusement, pour l'instant, cette différence-là n'a pas été prise en compte dans le cadre, en tout cas, des propositions de loi, puisque là, pour l'instant, tout est considéré comme... Enfin, en tout cas, ça va vers, et on verra ce que ça donnera effectivement la semaine prochaine. Maintenant, oui, à partir du moment où il y a une collaboration rémunérée, bien sûr qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'attention qui soit portée aux communautés qui suivent ces influenceurs et que la différence soit faite avec du contenu spontané ou le fait d'avoir découvert un produit ou une marque et qu'il ait envie d'en parler pour en dire du bien ou du mal ou pour être neutre ou qu'il n'ait pas envie d'en parler. Et là où il est rémunéré pour un contenu qu'il s'engage à faire. Et après, avec différents niveaux sur est-ce qu'il est très encadré publicitairement ou pas. Mais les règles doivent s'appliquer à ce moment-là. Merci beaucoup pour cet éclairage, Pascale Adria. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'agence Kingcom. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, on ne se retrouve pas vendredi prochain puisque nous serons en pleine cérémonie des héros. La cérémonie des héros qui revient pour sa 2e édition avec Stéphane Soumier. On sera au rendez-vous pour récompenser les chefs d'entreprise des ETI de l'année en collaboration avec Entreprises du Futur. Donc lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Et puis vendredi, donc la cérémonie des héros. Passez un très bon week-end sur Bismart.